Le bus ne venait pas. Svetlana, monsieur, 15 ans, attendait à l'arrêt d'Angarsk depuis 20 minutes et le froid devenait insupportable. En janvier, la Sibérie ne pardonne pas. Quand la voiture s'est ralentie à sa hauteur et que le conducteur a baissé sa vitre, elle a ressenti du soulagement. Il portait un uniforme de police, un flic, quelqu'un de fiable. T'as l'air gelé. Tu vas où? Je peux te déposer. Svetlana n'a pas hésité. Elle dirait plus tard: je pensais que c'était sûr de monter avec le policier. J'avais froid de la tête aux pieds, alors j'ai accepté. Elle est montée dans la chaleur de sa voiture, soulagée, en lui donnant son adresse. Qui refuserait d'être raccompagné par un agent de police? Il lui a fallu quelques minutes pour réaliser qu'ils allaient dans la mauvaise direction. Excusez-moi, je crois que vous avez raté le tournant. Ma rue est par là-bas. Il n'a pas répondu, il l'a même pas regardé. Il a continué à rouler, loin des lumières et des gens, vers les zones industrielles. C'est là que la peur l'a frappé. Il se passe quelque chose d'anormal. Vous devez faire demi-tour. Ce n'est pas la route de chez moi. Le silence. Elle a regardé son visage et a constaté que l'expression amicale avait disparu. Son visage était vide, comme un masque. La voiture s'est arrêtée dans un endroit désert. Il s'est tourné vers elle. Elle a essayé d'ouvrir sa portière, verrouillée, piégée, puis il était sur elle, les mains autour de sa gorge. Je tremblais. Il voulait me violer. Il était muet. Il ne répondait à rien. Il ne disait rien. Le silence était presque plus terrifiant que la violence. Il n'était pas en colère. Il n'était pas du tout émotif. Il faisait ça, comme s'il accomplissait une tâche. Elle s'est débattue, griffant, frappant, essayant de crier, mais aucun son ne sortait parce que ses mains lui écrasaient la trachée. À un moment donné, elle s'est libérée en rampant vers le côté conducteur. J'ai rampé sous lui et j'ai couru vers sa voiture. J'espérais trouver les clés, mais j'ai échoué. Les clés n'étaient pas dans le contact. Il l'a rattrapée, la tirant en arrière, la battant si brutalement que la moitié de ses cheveux lui ont été arrachés du cuir chevelu en touffes ensanglantées. Mais elle a continué à se battre, même quand les coups à sa tête lui endommageaient le cerveau, même quand tout devenait gris, elle continuait à se battre, et d'une façon ou d'une autre, elle a réussi à s'échapper. Elle a couru dans l'obscurité, laissant du sang dans la neige, jusqu'à ce qu'elle trouve de l'aide. À l'hôpital, les médecins ont évalué les dégâts. Lésions cérébrales. La moitié du cuir chevelu arraché, des bleus partout. Ils n'étaient pas sûrs qu'elle s'en sorte. Mais Svetlana a survécu. Elle a passé des semaines à réapprendre à marcher, à parler. Elle a développé un bégaiement permanent. Ses cheveux sont devenus gris. Elle avait 15 ans. L'agression m'a vieilli de 7 ans, dirait-elle. Et dès qu'elle a pu, elle s'est rendue à la police. Elle leur a tout raconté. Son agresseur était un policier conduisant une Lada Niva. Elle leur a fourni des détails, des descriptions, tout. La police a écouté. Ils ont pris sa déposition. Ils ont tout noté. Et ensuite, ils n'ont rien fait. Certains pensaient que ses blessures à la tête l'avaient rendue confuse. D'autres ne voulaient pas suspecter leurs propres collègues. Quand ils ont approché le suspect qu'elle avait décrit, sa femme, également dans les forces de l'ordre, lui a fourni un alibi, affaire classée. Le témoignage de Svetlana a été classé et oublié. L'homme qui avait tenté de la tuer a continué à tuer. Pendant 12 ans de plus, il s'appelait Mikhail Popkov. Et entre 1992 et 2010, il a assassiné au moins 91 femmes, peu, être plus. Il était policier, mari, père, et pendant près de 2 décennies, il a été le tueur en série le plus prolifique de Russie, opérant au grand jour tout en portant un badge. Quand Svetlana s'est finalement retrouvée face à face avec Popkov, 20 ans plus tard, dans une salle d'audience lors de son procès, elle a décrit ce qui s'est passé. J'ai perdu la capacité de marcher la seconde où je l'ai vu. Ses jambes ont cessé de fonctionner. L'impact psychologique était si écrasant que son corps s'est arrêté. Mais elle a témoigné. Elle a raconté son histoire. Et cette fois, les gens ont écouté. Si on l'avait écoutée en 1998, quand elle l'a signalé pour la première fois, des dizaines de femmes seraient encore en vie. Mais ils n'ont pas cru une fille de 15 ans avec des blessures à la tête. Ils ne voulaient pas suspecter un flic. Et ainsi, les meurtres ont continué. Voici l'histoire d'un monstre
qui s'est caché derrière un badge pendant 10 à 8 ans. Voici l'histoire des femmes dont il a volé la vie et des deux qui ont survécu. Voici l'histoire des défaillances institutionnelles, des témoins ignorés et d'une justice arrivée bien trop tard. Voici l'histoire de Mikhail Popkov, le loup-garou, le maniaque d'Angarsk, le tueur en série le plus meurtrier de Russie. Et ça commence par la survivante qu'on n'a pas crue. Pour comprendre comment Mikhail Popkov a tué 91 femmes sur 10 à 8 ans sans être pris, il faut comprendre qui il semblait être. Parce que de l'extérieur, sa vie paraissait complètement ordinaire, normale, même admirable. Mikhail Viktorovitch Popkov est né le 7 mars 1964 à Norilsk, l'une des villes les plus septentrionales du monde, mais sa famille a déménagé à Angarsk quand il était enfant. C'est là qu'il a grandi, était à l'école, construit sa vie d'adulte. Son enfance, cependant, était marquée par une obscurité qui allait tout façonner. Sa mère était alcoolique et, selon des témoignages psychiatriques apparus des décennies plus tard, aurait été violente envers le jeune Mikhail. Les détails ne sont pas entièrement documentés dans les archives publiques, mais les experts qui ont ensuite analysé Popkov ont cru que cette relation toxique avec sa mère était devenue le fondement de sa haine des femmes. Il affirmerait finalement que ses victimes lui rappelaient elles. Qu'il ciblait des femmes qui se comportaient d'une façon qu'il trouvait immorale des femmes qui buvaient, qui sortaient la nuit, qui violaient son idée rigide de la façon dont les femmes devaient se conduire. Il était, insistait-il, en train d'assainir les rues, de rendre la société meilleure en éliminant ces femmes immorales. C'était une justification, une rationalisation tordue qui lui permettait de se voir non pas comme un monstre, mais comme une sorte de justicier faisant respecter l'ordre moral. Mais les justifications ne sont pas des explications. Des millions de gens grandissent avec des parents violents. Ils ne deviennent pas des tueurs en série. Mikhail Popkov a fait un choix, encore et encore, pendant près de 2 décennies, de traquer et d'assassiner des femmes. Son traumatisme d'enfance peut aider à expliquer sa psychologie, mais il ne justifie pas un seul meurtre, malgré son enfance difficile. Popkov a construit une façade de normalité d'une efficacité dévastatrice. Il a rejoint la police dans la région d'Irkoutsk, travaillant comme agent de patrouille à Angarsk. C'était un poste qui venait avec autorité, respect et surtout accès. Il portait l'uniforme avec fierté. Il était bon dans son travail aussi. Ses évaluations de performance étaient solides. Ses supérieurs ne se plaignaient pas de son travail. Ses collègues le trouvaient professionnel, fiable, être un peu silencieux, mais certainement sans rien, qui levait des drapeaux rouges. Juste un autre flic faisant ses gardes, rentrant chez lui retrouver sa famille. Et cette famille semblait très solide. Mikhail a épousé Elena, une femme qui travaillait également dans les forces de l'ordre d'une façon ou d'une autre. Ils ont eu une fille ensemble, Ekaterina, née à la fin des années 80. Par tous les critères extérieurs, Mikhail Popkov était un père dévoué. Il assistait aux réunions parents-professeurs à l'école d'Ekaterina. Il l'emmenait à ses cours de musique chaque samedi, sans faute. Il l'aidait à faire ses devoirs, assis à la table de la cuisine en lui expliquant patiemment des problèmes de maths ou en la faisant réviser pour ses examens. Il s'inquiétait pour sa sécurité, la sermonnait sur les dangers de parler à des inconnus, insistait pour qu'elle l'appelle si elle avait besoin d'être raccompagnée. L'ironie serait presque comique dans sa noirceur si ce n'était pas si absolument horrifiant. Pendant que Mikhail Popkov mettait en garde sa fille contre les étrangers dangereux, il était lui-même la personne la plus dangereuse d'Angarsk. Pendant qu'il l'emmenait à ses cours de musique le samedi matin, les corps de femmes qu'il avait assassinés gisaient non découverts dans les forêts autour de la ville. Pendant qu'il l'abordait le soir, des preuves de ses crimes étaient stockées dans sa voiture, attendant la prochaine chasse. Les voisins décriraient plus tard Popkov dans des interviews après son arrestation comme poli, serviable, sans grand intérêt. C'était le genre de type qui pelletait votre allée s'il neigeait la nuit sans qu'on lui demande, qui vous saluait d'un signe de la main quand vous passiez dans la rue, qui aidait à porter vos courses s'il vous voyait avec du mal. Il ressemblait à des milliers d'autres hommes russes d'âge moyen.
Taille moyenne, corpulence robuste, cheveux foncés, très ordinaire, rien ne le distinguait. Rien en lui ne criait danger. Cette capacité à se fondre dans la masse, à paraître non seulement normal mais positivement irréprochable, est l'un des aspects les plus terrifiants des tueurs en série comme Popkov. On veut croire que le mal s'annonce, que les monstres ont l'air monstrueux, qu'on serait capable de reconnaître le danger quand on le voit. Mais Popkov était la preuve que le mal peut porter le visage le plus ordinaire qui soit. Ce n'était pas un méchant hollywoodien avec des yeux morts et une présence menaçante. C'était votre voisin, votre collègue, le flic qui vous arrêtait pour excès de vitesse et vous laissait partir avec un avertissement, parce que tout le monde a ses mauvais jours. Le type qui achetait du pain et du lait à l'épicerie, faisant la conversation avec la caissière sur la météo. Cette banalité était son arme la plus redoutable. Elle lui permettait de mener 2 vies complètement séparées avec une telle précision que même les gens les plus proches de lui ne se sont jamais doutés de ce qu'il était vraiment. Le jour, l'agent Popkov protégeait et servait. Il répondait aux appels pour des troubles domestiques et des vols mineurs. Il rédigeait des rapports, témoignait en justice si nécessaire, faisait tout le travail banal qui constitue la majeure partie du travail d'un agent de patrouille. Il a probablement même enquêté sur certains des meurtres qu'il avait lui-même commis, se tenant sur les scènes de crime avec ses collègues, regardant des corps qu'il y avait laissés, discutant de théories sur le genre de monstre capable de faire de telles choses. Et puis la nuit tombait. La température plongeait, les rues se vidaient, et Mikhail Popkov se transformait en quelque chose d'entièrement différent. Pour comprendre comment Popkov a pu opérer si longtemps, il faut aussi comprendre le monde dans lequel il vivait. Angarsk, dans les années 90, n'était pas seulement une ville. C'était une tempête parfaite de conditions qui permettait à un tueur en série de prospérer. Angarsk se trouve dans la région de l'oblast d'Irkoutsk, dans le sud-est de la Sibérie, à environ 50 km au nord-ouest de la ville d'Irkoutsk. C'est une ville industrielle, construite à la fin des années 40 et au début des années 50, autour des industries du raffinage pétrolier et de la chimie. Dans les années 90, elle comptait environ 250 000 habitants, principalement des familles de la classe ouvrière, employées dans les usines et les installations. L'odeur du pétrole et des produits chimiques planait constamment dans l'air. Les cheminées industrielles dominaient le paysage. En hiver, les gaz d'échappement des usines se mêlaient au brouillard pour créer une atmosphère épaisse et grise qui transformait toute la ville en quelque chose sorti d'un cauchemar dystopique. La ville elle-même est entourée de taïgas, ces vastes forêts sibériennes qui s'étendent sur des millions de kilomètres carrés. Des bois denses et sombres où on peut marcher pendant des jours sans croiser une âme. Beau d'une façon rude et impitoyable, mais aussi l'endroit idéal pour cacher des corps. Les forêts autour d'Angarsk allaient devenir le terrain de dépôt de Popkov, un vaste cimetière où des dizaines de ses victimes gisaient cachées, parfois pendant des années avant d'être découvertes. Mais la géographie seule n'explique pas comment Popkov a opéré non détecté si longtemps. La vraie explication réside dans ce qui se passait en Russie, dans son ensemble, dans les années 90, 26 décembre 1991. L'Union soviétique s'est officiellement dissoute après 70 ans de régime communiste. Et ce qui a suivi était un chaos absolu. On les appelle les années folles, et c'est pas une hyperbole. C'était sans loi, violent, désespéré. La transition d'une économie planifiée vers le capitalisme s'est faite pratiquement du jour au lendemain, sans aucun des cadres institutionnels ou des réglementations qui font fonctionner le capitalisme. Le résultat a été catastrophique pour les Russes ordinaires. L'hyperinflation a détruit les économies de toute une vie presque du jour au lendemain. L'argent qui pouvait acheter des courses une semaine était sans valeur la suivante. Les entreprises d'État se sont effondrées, mettant des millions de personnes au chômage. Le filet de sécurité sociale qui avait existé sous le communisme, aussi imparfait qu'il était, s'est tout simplement désintégré. Les retraites ont disparu, les soins de santé sont devenus inabordables,
Des gens qui avaient travaillé toute leur vie se sont soudainement retrouvés démunis. La criminalité a explosé. Entre 1989 et 1992, la plupart des infractions pénales enregistrées en Russie ont augmenté de 20 à 25% chaque année. Mais ce ne sont que les crimes qui ont été signalés et enregistrés. Les vrais chiffres étaient presque certainement bien plus élevés. Les taux de meurtre ont doublé puis triplé. Les syndicats du crime organisé, les Bratva, se sont engouffrés dans le vide du pouvoir laissé par l'effondrement du gouvernement. Ils ont pris le contrôle d'industries entières, établi des raquettes de protection, réglé les différends par la violence, les meurtres sur contrat sont devenus monnaie courante, marcher dans la mauvaise rue à Moscou ou à Saint-Pétersbourg pouvait vous coûter la vie. La police était complètement débordée. Elle était aussi désespérément sous-payée, avec des salaires qui ne pouvaient pas suivre l'inflation. De nombreux flics avaient des activités secondaires comme agents de sécurité privés ou acceptaient des pots de vin juste pour survivre. La corruption est devenue endémique. Si vous aviez besoin de protection, il valait mieux aller voir la Bratva locale qu'appeler la police, parce que c'était les criminels qui avaient réellement le pouvoir et les ressources. Et dans cet environnement, les gens disparaissaient constamment. Des corps surgissaient dans les forêts, dans les rivières, dans des bâtiments abandonnés, dans des terrains vagues. La plupart du temps, les enquêtes n'aboutissaient à rien. Les services de police n'avaient pas les ressources, la formation, ni franchement la motivation pour résoudre chaque meurtre. Les affaires étaient classées rapidement, souvent sans enquête appropriée. Les preuves étaient mal gérées ou simplement ignorées. La technologie médico-légale avait plusieurs années de retard sur les normes occidentales. Mais peut être plus crucial encore, il y avait une hiérarchie des victimes. Toutes les morts ne recevaient pas la même attention. Si la victime était quelqu'un d'important, quelqu'un avec des connexions, de l'argent ou une influence politique, l'enquête serait approfondie. Mais si la victime était une travailleuse du sexe, une toxicomane, une sans-abri, quelqu'un vivant en marge de la société, ces affaires recevaient souvent un effort minimal. Il y avait cette attitude omniprésente, exprimée ou non, que ces personnes avaient d'une certaine façon causé leur propre sort, elles avaient pris des risques, elles avaient vécu des vies dangereuses, elles avaient fait de mauvais choix. Et donc, leur mort n'était pas aussi importante, pas aussi méritoire de justice que les morts de personnes respectables. Cette attitude, cette dévaluation de certaines vies, est ce qui a permis à Mikhail Popkov de tuer pendant 10 à 8 ans. Parce qu'il comprenait instinctivement quelle victime il pouvait cibler avec un risque minimal. Il n'était pas stupide. Il était prudent, méthodique, calculateur. Il chassait spécifiquement des femmes que la société avait déjà rejetées comme moins importantes, des travailleuses du sexe. Des femmes qui buvaient, des femmes qui sortaient seules la nuit. Des femmes qui, dans l'esprit de nombreux policiers et d'une grande partie de la société russe, violaient les normes traditionnelles du comportement féminin. Et il calculait correctement que leur meurtre ne générerait pas le même niveau d'intensité d'enquête que d'autres victimes. Il avait raison. Pendant près de 2 décennies, il avait absolument raison. 1992. Mikhail Popkov a 28 ans. Il est dans la police depuis plusieurs années. Il a une femme, une jeune fille, un appartement modeste, un travail stable. Sa vie de l'extérieur semble bien, mais quelque chose en lui est brisé, tordu, affamé de violence. Nous ne connaissons pas le nom de sa première victime. C'est l'une des grandes tragédies de cette affaire. Certaines des 91 victimes confirmées de Popkov n'ont jamais été identifiées. Leur corps était trop mutilé par ces attaques ou trop décomposés au moment où ils ont été découverts. Leurs disparitions n'ont jamais été officiellement signalées parce que c'était des femmes sans famille, à leur recherche, ou des familles qui avaient depuis longtemps perdu espoir. Elles n'existent que comme des inconnus dans des dossiers, comme des échantillons d'ADN dans des pièces à conviction, comme des chiffres dans le décompte final des aveux de Popkov. Mais nous savons qu'elle existait. Nous savons qu'elle est morte violemment, en 1992. Nous savons qu'elle était la première. La méthode de chasse de Popkov était simple, ce qui en faisait en partie son efficacité.
La simplicité réduit les chances d'erreur. Il patrouillait dans les rues d'Angarsk tard la nuit, soit dans son véhicule de police officielle quand il était en service, soit plus souvent dans sa voiture personnelle, une Lada Niva. La Niva est un véhicule russe à 4 roues motrices distinctifs, carré et utilitaire, couramment utilisé par les forces de l'ordre, les services de sécurité et quiconque avait besoin d'un transport fiable dans les conditions sibériennes difficiles. La Niva de Popkov est devenue sa machine à tuer, transportant des armes, des victimes et servant à déposer des corps. Il conduisait lentement à travers la ville, cherchant la bonne cible, des femmes marchant seules tard la nuit, des femmes quittant des bars ou des fêtes peu être intoxiquées, définitivement vulnérables, des femmes attendant à des arrêts de bus dans le froid glacial, comme Svetlana le ferait des années plus tard, des femmes sans compagnon masculin, sans protection. Il cherchait l'opportunité, la vulnérabilité, des femmes qui ne manqueraient pas rapidement ou dont les disparitions ne déclencheraient pas de grandes enquêtes. Quand il trouvait la bonne cible, il ralentissait, se rangeait à côté d'elle, baissait sa vitre. Parfois, il était en uniforme de police complet, parfois il montrait son badge. L'uniforme était crucial. C'était un camouflage, mais plus que ça, c'était une invitation. Il disait aux victimes potentielles qu'il était sûr qu'accepter de monter avec lui était la chose intelligente à faire. Qui refuse l'aide d'un agent de police? Son approche variait légèrement selon la situation, mais le scénario de base restait cohérent. Il fait froid ici. Tu vas où? Je peux te déposer. J'y vais de toute façon. Ou parfois, c'est dangereux pour une femme d'être seule dehors à cette heure. Laisse-moi te ramener chez toi, m'assurer que tu y arrives saine et sauve. L'ironie de cette phrase particulière, bien sûr, est à vous retourner l'estomac. La chose la plus dangereuse à Angarsk n'était pas le froid, ni les criminels, ni le chaos des années folles. C'était l'agent Mikhail Popkov. Elle montait dans sa voiture. Pourquoi ne l'aurait-elle pas fait? C'était un flic. Il offrait son aide. Il faisait froid dehors. Le bus ne venait pas. Rentrer à pied, seul, semblait dangereux. Chaque calcul rationnel pointait vers l'acceptation du trajet. Et c'est là la chose vraiment insidieuse dans ce que Popkov faisait. Il a transformé la confiance en arme. Il a pris l'instinct humain naturel de faire confiance aux figures d'autorité, surtout aux policiers, et l'a transformé en piège. Une fois dans sa voiture, il conduisait. Pas vers leur maison, bien qu'elle ne s'en rende peu, être pas compte immédiatement. Loin du centre-ville, loin des lumières et des gens. Vers les zones industrielles, les forêts, les endroits isolés où personne n'entendrait les cris, où personne ne serait témoin de ce qui allait se passer. À un moment donné, la victime réalisait que quelque chose n'allait pas, elle prenait la parole, signalait qu'il allait dans la mauvaise direction, posait des questions, et Popkov les ignorait, soit complètement, maintenant ce silence sinistre que Svetlana avait décrit, soit inventer une excuse. Je prends un raccourci, j'ai besoin de faire un arrêt rapide d'abord, la route est fermée devant, on doit faire le tour. Ensuite, il arrêtait la voiture dans un endroit désert, et le masque tombait. Ce qui se passait ensuite est presque trop horrible à décrire en détail, mais il est important de comprendre le niveau de violence que Popkov infligeait, parce que ça parle du type de personne qu'il était vraiment. Il forçait ses victimes à se déshabiller, arrachant leurs vêtements et leur dignité. Il gardait un arsenal d'armes dans sa voiture, haches, marteaux, couteaux, battes de baseball, tournevis. La variété suggère que ce n'était pas une méthode préférée. C'était d'avoir des options, d'utiliser l'outil qui semblait juste à ce moment-là. La violence qu'il infligeait était extrême, bien au-delà de ce qui serait nécessaire pour simplement tuer quelqu'un. Il battait ses victimes avec une telle sauvagerie que les enquêteurs russes, des professionnels endurcis, ayant vu d'innombrables meurtres, étaient choqués par la brutalité. Il mutilait les corps, il détruisait les visages, rendant l'identification difficile ou impossible. Les blessures étaient excessives, un acharnement au sens le plus littéral. Ce n'était pas simplement un meurtre, c'était l'oblitération, l'expression d'une rage si intense qu'elle nécessitait la destruction physique complète de la victime. Et après leur mort, après que leur corps brisé était immobile, Popkov les violait. Il était nécrophile,
quelqu'un qui tirait de la satisfaction à abuser des cadavres. Ce seul détail en dit long sur les profondeurs de sa dépravation. L'absence absolue de toute empathie ou connexion humaine normale. Ces victimes n'étaient pas des personnes pour lui. C'étaient même pas des objets de désir vivant. C'étaient des choses à détruire puis à utiliser. Après le meurtre et l'agression, il déposait le corps. Parfois, il conduisait profondément dans la forêt, traînant le corps dans les bois, où il pouvait ne pas être trouvé pendant des mois ou des années. Parfois, il le laissait au bord d'une route isolée, caché dans un fossé ou derrière des arbres. Une fois, dans un acte de cruauté particulière, il a déposé des corps dans un cimetière local, comme s'il se moquait du concept même de repos et de sépulture, puis il rentrait chez lui. Il se lavait le sang des mains et des bras. Il changeait ses vêtements, les brûlant peu, ou les lavant soigneusement pour éliminer toute preuve. Il se glissait dans le lit, à côté de sa femme Helena, faisant attention de ne pas la réveiller. Il dormait. Et le lendemain matin, il se levait, prenait le petit déjeuner avec sa famille, embrassait sa fille Ekaterina avant qu'elle parte pour l'école, mettait son uniforme de police et allait au travail pour protéger les citoyens d'Angarsk. Comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'avait pas détruit notre vie humaine, comme s'il était normal. Au milieu des années 90, il était impossible d'ignorer que quelque chose allait très mal à Angarsk. Des corps apparaissaient avec une régularité inquiétante. Le corps d'une femme trouvée dans la forêt, battu au-delà de toute reconnaissance, un autre découvert au bord d'une route isolée, mutilée, partiellement vêtu, un autre dans une zone industrielle, jeté comme une ordure, et encore un, et encore un. Le schéma était clair pour quiconque y prêtait attention. Ce n'étaient pas des meurtres aléatoires, ce n'était pas de la violence domestique, ni un vol qui avait mal tourné, ni des crimes passionnels, c'était du meurtre en série, quelqu'un qui chassait des femmes de façon systématique, les tuant avec une violence extrême, déposant leur corps dans des types d'endroits prévisibles. La police russe a ouvert des enquêtes, des détectives ont été affectés, des preuves ont été collectées sur les scènes de crime. Des traces de pneus, des échantillons de fibres, tout matériau médico-légal pouvant être recueilli avec la technologie limitée disponible. Mais les enquêtes ne cessaient de se heurter à des impasses. Une partie du problème était les ressources. La police régionale d'Irkoutsk était absolument débordée dans les années 90. La criminalité avait explosé après l'effondrement soviétique. Les détectives géraient des dizaines d'affaires simultanément, travaillant des heures folles pour un salaire insuffisant. Il n'y avait tout simplement pas assez de temps, de main-d'œuvre, ni de budget pour accorder à chaque affaire l'attention qu'elle méritait. Mais les ressources seules n'expliquent pas pourquoi l'affaire Popkov est restée non résolue si longtemps. Le vrai problème était qui étaient les victimes. Beaucoup d'entre elles étaient des travailleuses du sexe, des femmes qui vendaient leur corps pour survivre dans le paysage économique brutal de la Russie post-soviétique. D'autres étaient des femmes qui buvaient, qui allaient à des fêtes, qui violaient les normes traditionnelles du comportement féminin. Dans l'esprit de nombreux enquêteurs, ces femmes s'étaient mises en danger. Elles avaient fait de mauvais choix. Elles avaient vécu des vies dangereuses. Et si leur mort était malheureuse, elles n'étaient pas traitées avec la même urgence que les meurtres de femmes respectables. Ce parti pris est documenté dans la façon dont les affaires étaient enquêtées, ou plus précisément, dont elles ne l'étaient pas. Quand une travailleuse du sexe était retrouvée assassinée, l'enquête pouvait consister en quelques entretiens avec d'autres travailleuses du sexe qui la connaissaient, un examen sommaire de la scène de crime, et ensuite, l'affaire tombait dans l'oubli. Il n'y avait pas de chasse à l'homme intensive, pas de déploiement massif de ressources, pas d'appel public à l'information. L'attitude semblait être « c'est ce qui arrive quand on vit ce genre de vie ». Ce parti pris institutionnel donnait à Popkov d'énormes avantages. Il comprenait, consciemment ou instinctivement, que cibler des femmes marginalisées lui donnerait plus de temps, plus de liberté pour opérer, et il était prudent d'autres façons aussi. Il variait ses sites de dépôt, sans jamais établir de schéma trop évident. Il variait légèrement ses méthodes, utilisant différentes armes, bien que la signature centrale de violence extrême restait cohérente. Il était assez intelligent pour éviter de laisser des preuves évidentes,
En tant que policier, il savait ce que les enquêteurs cherchaient. Il savait comment éviter les erreurs les plus courantes. Mais il y avait des indices. Il y avait toujours des indices. Les enquêteurs, examinant plusieurs scènes de crime, remarquaient des traces de pneus similaires apparaissant encore et encore. Les traces appartenaient à une Lada Niva, ce véhicule à 4 roues motrices distinctifs. C'était en fait un indice important parce que les Niva n'étaient pas aussi courantes que les voitures standards. C'étaient des véhicules coûteux et utilitaires, typiquement utilisés par la police, les services de sécurité, les militaires ou les personnes ayant besoin d'une sérieuse capacité tout-terrain. Cela signifiait que le tueur avait probablement un lien avec les forces de l'ordre ou le travail de sécurité. Cet indice était documenté dans les dossiers de l'affaire. Les enquêteurs le savaient, mais il n'a pas été poursuivi avec l'intensité appropriée. Pourquoi? Peut-être parce que suivre cet indice signifiait suspecter des flics. Et personne ne voulait faire ça. Les services de police sont des communautés très fermées. Les flics se protègent mutuellement. L'idée que l'un des leurs pouvait être un tueur en série était difficile même à envisager, encore moins à enquêter activement. Et puis il y avait le témoignage de Svetlana en 1998. Une survivante qui avait décrit son agresseur en détail, un policier conduisant une Lada Niva. Elle leur avait tout donné, une description du véhicule, une description de l'apparence et du gabarit de l'agresseur, des détails sur ses méthodes. C'était un renseignement concret et exploitable de quelqu'un qui avait survécu à une rencontre avec le tueur. La police a pris sa déposition, ils ont tout noté, et ensuite, ils en ont presque rien fait. Certains enquêteurs pensaient que ses blessures à la tête avaient brouillé ses souvenirs, d'autres ne voulaient tout simplement pas croire qu'un flic pouvait en être responsable. Quand ils ont approché Mikhail Popkov au sujet des allégations, en lui posant des questions de routine, sa femme Elena a fourni un alibi. Il était à la maison avec moi ce soir-là, il n'aurait pas pu faire ça, et l'enquête a calé. Le témoignage de Svetlana a été classé, l'affaire est tombée dans l'oubli, et Mikhail Popkov a continué à tuer. L'un des détails les plus glaçants qui allait émerger lors du procès final de Popkov était sa volonté de tuer des gens liés à sa propre vie. C'était pas un prédateur abstrait chassant des inconnus dans une ville lointaine. C'était un homme qui assassinait des personnes que sa famille connaissait, des personnes avec lesquelles sa fille interagissait, puis rentrait chez lui et jouait le rôle de père soucieux sans broncher. En 2000, Popkov a assassiné une professeure de musique qui travaillait à l'école de sa fille Ekaterina. Nous ne connaissons pas son nom, il a été gardé secret pour protéger la vie privée de sa famille, mais nous savons qu'elle existait. Nous savons qu'elle enseignait à des enfants, y compris à Ekaterina. Nous savons qu'elle était dévouée à son travail, que les parents lui faisaient confiance avec leurs enfants, que les élèves la respectaient. Et nous savons que Mikhail Popkov l'a prise en voiture un soir, l'a conduite dans un endroit isolé et l'a assassinée avec la même violence extrême qu'il avait montrée envers toutes ses autres victimes. Il a déposé son corps dans la forêt avec une autre victime, les laissant être découverts des jours ou des semaines plus tard, et ensuite, il est rentré chez sa famille quand la disparition de l'enseignante a été remarquée, quand il est devenu évident que quelque chose lui était arrivé, l'école d'Ekaterina a été plongée dans le chaos. Les élèves étaient confus, effrayés, posaient des questions auxquelles les administrateurs ne pouvaient pas répondre. Les parents étaient inquiets, se demandant si leurs enfants étaient en sécurité, si quelque chose de terrible s'était passé. Et quand le corps a finalement été découvert et identifié, quand la nouvelle s'est répandue que l'aimé professeur de musique avait été assassiné, la communauté scolaire était dévastée. L'école a organisé une collecte de fonds pour aider à couvrir les frais funéraires. C'était courant en Russie, au début des années 2000, quand de nombreuses familles ne pouvaient pas se permettre des enterrements convenables et que les communautés contribuaient pour aider. On demandait aux élèves de donner ce qu'ils pouvaient en apportant de l'argent de chez eux pour faire un don. Ekaterina Popkov est allée trouver son père pour lui demander de l'argent. Sa professeure avait été tuée. C'était tellement triste, tellement tragique. Pouvait-il lui en donner un peu pour contribuer? Elle voulait aider, voulait faire quelque chose de significatif
en réponse à cette terrible chose qui s'était passée. Et Mikhail Popkov, l'homme qui avait assassiné cette professeure, a regardé sa fille dans les yeux et a tendu la main vers son portefeuille. Il en a sorti des billets, les a donnés à Ekaterina, lui a dit que c'était bien que l'école fasse ça, que c'était important d'honorer les morts correctement. Il jouait le rôle du père aimant, du citoyen concerné, du membre exemplaire de la communauté. Et sa fille, confiante et innocente, ignorait qu'elle tenait de l'argent que son père lui donnait pour aider à enterrer une femme qu'il avait tuée. Le cloisonnement requis pour ce moment est presque incompréhensible. La déconnexion psychologique totale nécessaire pour assassiner quelqu'un que votre enfant connaît, pour rentrer à la maison et interagir normalement avec cet enfant, puis pour participer au processus de deuil en donnant à votre fille de l'argent. Pour les funérailles, ça suggère un niveau de dissociation difficile même à imaginer pour des gens normaux. Mais c'est ce que font des tueurs en série comme Popkov. Ils n'existent pas dans un état permanent d'assoif de sang. Ils ne sont pas perpétuellement violents ou manifestement perturbés. Ils sont capables de passer entre différentes identités, différents modes d'être, avec une fluidité terrifiante. Le matin, il est un père aimant qui prépare le petit déjeuner pour sa fille. Le soir, il est un monstre qui traque des victimes. Plus tard, cette nuit, il est redevenu une personne normale, dormant paisiblement à côté de sa femme. Chaque identité est genuinement la sienne, ou du moins interprétée avec une telle conviction qu'elle devient indiscernable de l'authentique. C'est pourquoi les gens qui connaissaient Popkov avaient tellement de mal quand ces crimes ont finalement été révélés. Le Mikhail qu'ils connaissaient n'était pas un mensonge, exactement. Cette version de lui existait vraiment. Il était vraiment un père qui emmenait sa fille à ses cours de musique. Il était vraiment un flic qui se présentait à ses gardes et faisait son travail. Mais ces versions de Mikhail coexistaient avec une autre version, le prédateur, le tueur, le monstre, et cette version était tout aussi réelle. Svetlana n'était pas la seule femme à avoir échappé à Mikhail Popkov, bien qu'elle soit peut être la seule à l'avoir immédiatement signalé à la police. Une autre survivante était Evgenia Protasova, 10 à 8 ans. Les détails de son agression sont fragmentaires, reconstitués à partir de brèves références dans des documents judiciaires et des rapports d'actualité, mais ce que nous savons est suffisamment bouleversant. Popkov a attaqué Evgenia avec sa violence extrême habituelle. Il l'a battue avec une branche, une arme de circonstance, plutôt que quelque chose qu'il avait apporté spécifiquement. Il l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, supposant probablement qu'elle était morte ou mourrait bientôt de ses blessures. Et ensuite, dans un acte de cruauté particulière, il l'a déshabillée complètement et a laissé son corps dans la nature sibérienne au cœur du mois de janvier. Laissez ça faire son chemin un instant, nu, en Sibérie, en janvier. Quand les températures descendent régulièrement à moins 29 ou moins 34 degrés Celsius, même si quelqu'un survivait à l'attaque elle-même, l'exposition aux éléments le tuerait en quelques heures, peut être plus vite. L'hypothermie s'installerait presque immédiatement. Le corps s'arrêterait, les organes défaillant les uns après les autres, tandis que la température centrale plongeait. Ce serait une mort atroce. Popkov a laissé Evgenia là pour mourir. Il s'est éloigné en voiture, probablement convaincu que même si quelqu'un la trouvait, elle serait depuis longtemps morte. Mais d'une façon ou d'une autre, de façon impossible, Evgenia a repris connaissance. Combien de temps elle avait été allongée là, nous ne le savons pas. Assez longtemps pour que l'hypothermie s'installe, assez longtemps pour que sa température corporelle chute à des niveaux dangereux. Elle a essayé de bouger mais n'a pas pu. Ses muscles ne répondaient pas. Elle a perdu à nouveau connaissance, son corps se fermant sous la combinaison du traumatisme et du froid. Par tout standard raisonnable, elle aurait dû mourir là. Les chances de survie étaient pratiquement nulles. Mais un couple de retraités se trouvait à se promener dans ce secteur. Pourquoi ils étaient là? Ce qui les a amenés à cet endroit précis, à ce moment précis, nous ne le savons pas. Appelez ça la chance, le destin, l'intervention divine, si vous êtes enclin à ça. Mais ils l'ont trouvé, ils ont vu une femme nue
allongé dans la neige et ont immédiatement compris que c'était une urgence. Ils ont appelé une ambulance. Quand Evgenia est arrivée à l'hôpital, les médecins n'étaient pas sûrs qu'elle s'en sorte. Elle souffrait d'une grave hypothermie. Elle avait des blessures traumatiques dues à la raclée. Elle avait été étranglée jusqu'à la perte de connaissance, causant peu être des lésions cérébrales. Mais elle a survécu. Elle a vécu. Encore une femme qui avait rencontré Mikhail Popkov et avait réussi à s'en sortir, bien que s'en sortir soit peu être une formulation trop optimiste. Elle portait des séquelles permanentes, physiques et psychologiques, de ce qu'il lui avait fait. Si Yevgenia est allée à la police, si elle a signalé l'attaque, si son témoignage a été pris au sérieux, nous ne le savons pas. Son histoire n'apparaît pas dans le récit principal de l'enquête de la même façon que celle de Svetlana, mais elle a survécu. Et sa survie est un témoignage de la pure volonté de vivre que certaines personnes possèdent, du refus d'abandonner, même quand chaque indicateur rationnel dit que la mort est inévitable. Ces survivantes, Svetlana et Evgenia Epe, êtres d'autres que nous ne connaissons pas, elles sont essentielles pour comprendre toute l'étendue des crimes de Popkov. Parce que pour chaque femme qu'il a tuée, il y en avait probablement d'autres qui ont échappé, qui se sont défendues avec succès, qui ont eu de la chance. Mais ces évasions ne l'ont pas arrêté. Il trouvait simplement de nouvelles victimes. La faim, la compulsion, quoi que ce soit qui le poussait à tuer, c'était trop fort pour être découragé par des échecs occasionnels. Tout au long de la fin des années 90 et dans les années 2000, Mikhail Popkov a continué son règne de terreur. Les corps continuaient d'apparaître. Les enquêtes n'aboutissaient à rien. Des familles continuaient de perdre des filles, des sœurs, des mères, et n'obtenaient ni réponse, ni justice, ni fermeture. Certaines victimes ont été trouvées rapidement, leurs corps découverts dans les jours suivant leur meurtre. D'autres gisaient cachés pendant des mois ou des années, leurs restes finalement tombés sur des randonneurs, ou des chasseurs, ou des gens promenant leurs chiens dans la forêt. Au moment où certains corps ont été trouvés, ils étaient trop décomposés pour être identifiés visuellement. L'analyse médico-légale était limitée, la technologie ADN existait, mais n'était pas largement utilisée en Russie dans les années 80, 10 et 2000. De nombreuses victimes n'ont jamais été identifiées, enterrées comme des inconnus, pleurées par personne, parce que personne ne savait qui elles étaient. La sélection des victimes par Popkov révélait sa psychologie tordue. Il affirmerait plus tard qu'il ciblait des femmes immorales, des travailleuses du sexe, et des femmes qui buvaient, et des femmes qui sortaient seules la nuit. Des femmes qui, dans son esprit malade, ressemblaient à sa mère alcoolique, des femmes qui violaient sa notion rigide de la façon dont les femmes devaient se comporter. Il était, insistait-il, en train d'assainir les rues, rendant la société meilleure en éliminant ces femmes. C'est une justification qu'on retrouve chez d'autres tueurs en série, ce délire qu'ils accomplissent une sorte de service, que leur meurtre servent un objectif plus élevé. Ça leur permet de se voir non pas comme des monstres, mais comme des justiciers, des croisés moraux, des agents de justice. C'est narcissique, délirant et complètement déconnecté de la réalité, mais c'est ainsi qu'ils rationalisent leurs actes envers eux-mêmes. Mais Popkov ne tuait pas que des femmes marginalisées. Certaines de ses victimes étaient simplement des gens ordinaires, au mauvais endroit, au mauvais moment. Des femmes rentrant à pied chez elles après avoir rendu visite à des amis, des femmes qui avaient raté le dernier bus, des femmes qui avaient pris la décision parfaitement raisonnable d'accepter une course d'un policier, parce que pourquoi ne ferait-on pas confiance à un flic? Un détail glaçant qui a émergé des aveux de Popkov était sa rencontre avec une victime qui avait survécu à son attaque initiale. En 2000, il a assassiné 2 femmes, Maria Ligina, 35 ans, et Lilia Pashkovskaya, 37 ans. Il a laissé leur corps dans la forêt, mais il a alors réalisé qu'il avait laissé tomber quelque chose sur les lieux, une carte d'identité policière qui avait glissé de sa poche pendant les attaques. Il a paniqué. Si les enquêteurs trouvaient ce jeton, ça le mènerait directement à lui. Sa double vie soigneusement entretenue s'effondrerait. Alors il est retourné le récupérer, probablement le lendemain, conduisant jusqu'à l'endroit isolé où il avait déposé les corps.
Quand il est arrivé, il a trouvé le jeton rapidement. Crise évitée. Mais ensuite, il a remarqué quelque chose qui l'a choqué. L'une des femmes respirait encore, malgré ses blessures horribles, malgré le fait d'avoir été laissée pour morte dans la forêt gelée. Elle était, d'une façon ou d'une autre, encore en vie. Popkov a décrit plus tard sa réaction dans des témoignages d'interrogatoires divulgués. J'ai été choqué par le fait qu'elle était encore en vie. Alors il a ramassé une pelle et l'a battue à mort, finissant ce qu'il avait commencé. Le désinvolture de cet aveu est presque plus perturbante que la violence elle-même. Il n'y a aucune émotion dans la façon dont il le décrit, aucune reconnaissance qu'il raconte quelque chose de monstrueux. C'est juste un problème qu'il devait régler, un bout traînant qu'il fallait nouer. Elle était encore en vie, alors je l'ai tuée. Dit avec le même ton que quelqu'un pourrait utiliser pour décrire la réparation d'un robinet qui fuit ou la sortie des poubelles, cette absence d'empathie, cette déconnexion totale des émotions humaines normales est ce qui a permis à Popkov de tuer 91 fois. La plupart des gens ne pourraient pas commettre un seul meurtre sans être psychologiquement dévastés. La culpabilité, l'horreur de ce qu'ils auraient fait les rongerait vivants. Mais Popkov a tué encore et encore et encore, puis rentrait chez lui et dormait paisiblement. Ses victimes ne le hantaient pas. Il n'était pas tourmenté par la culpabilité. Il était satisfait. Au milieu des années 2000, les enquêteurs russes savaient qu'ils avaient affaire à un tueur en série à Angarsk. Le schéma était indéniable. Plusieurs femmes assassinées de façon similaire, corps déposés à des endroits similaires, une signature claire de violence extrême. Mais malgré le fait de savoir qu'ils avaient affaire à un tueur en série, malgré quelques pistes solides, l'enquête continuait de patauger. Une partie du problème était bureaucratique. Les forces de l'ordre russe, dans les années 2000, se débattaient encore avec beaucoup des mêmes problèmes qui les avaient frappés dans les années 90. Sous-financement, sous-effectif, formation inadéquate aux techniques d'enquête modernes, différentes juridictions ne communiquaient pas bien entre elles. Quand des corps étaient trouvés dans différentes régions, même des régions voisines, les affaires pouvaient ne pas être reliées parce qu'il n'existait pas de base de données centralisée pour suivre les schémas. Mais le plus grand problème était le lien avec la Lada Niva. Les enquêteurs avaient documenté des traces de pneus sur plusieurs scènes de crime. Ils savaient que ces traces appartenaient à une Niva. Ils savaient que les Nivas étaient typiquement utilisées par les forces de l'ordre et les services de sécurité. Cela signifiait que le bassin de suspects pouvait être considérablement rétréci. À Angarsk et dans la région environnante, il y avait être quelques milliers de personnes correspondant au profil homme, tranche d'âge appropriée, accès à une Niva, être employé dans les forces de l'ordre ou la sécurité. Mais poursuivre cette piste de façon agressive signifiait enquêter sur des flics. Ça signifiait traiter leurs collègues comme des suspects potentiels de tueurs en série. Et personne ne voulait faire ça. La culture policière est intensément tribale. Les flics se protègent. Ils se donnent le bénéfice du doute. L'idée que l'un des leurs pouvait être responsable de ces meurtres était non seulement inconfortable, mais presque impensable. Alors la piste de la Niva a été documentée, mais n'a pas été poursuivie avec l'intensité appropriée. Les enquêteurs ont regardé d'autres possibilités. Ils ont enquêté sur des criminels connus dans la région, des personnes ayant des antécédents de violence. Ils ont interrogé des suspects et les ont relâchés. Ils ont suivi des pistes qui n'ont mené nulle part. Et pendant ce temps, Popkov continuait à tuer. La percée est finalement venue, non pas grâce à un brillant travail de détective ou à une avancée médico-légale révolutionnaire, mais grâce à la technologie. En 2010, Mikhail Popkov a commis son dernier meurtre. Après 10 à 8 ans de chasse, quelque chose a changé. Peut-être qu'il sentait que les enquêteurs se rapprochaient. Peut-être que le risque semblait trop grand. Peut-être que quelque chose dans sa vie personnelle a changé. Pour les raisons qu'il connaît seul, il a arrêté de tuer en 2010. Mais l'enquête continuait. Et en 2012, 2 ans après son dernier meurtre, les enquêteurs ont finalement exploité une technologie qui n'existait pas ou n'était pas disponible pour eux dans les années 90 et 2000, une base de données nationales d'ADN.
Les enquêteurs ont comparé l'ADN prélevé sur les scènes de crime au profil ADN dans la base de données nationale. Il y avait des milliers de correspondances potentielles à examiner, mais les analystes cherchaient spécifiquement quelqu'un qui correspondait à plusieurs critères. Homme, bon d'âge, lié aux forces de l'ordre ou à la sécurité, accès à une Lada Niva, basée en Garsk ou dans la région. Le profil d'ADN de Mikhail Popkov était dans la base de données parce qu'il était policier et les flics étaient de routine fichés comme méthode d'exclusion standard. Leur ADN était censé être utilisé pour les éliminer comme suspects si jamais trouvés sur une scène de crime. Une précaution standard pour expliquer pourquoi l'ADN d'un agent pouvait se trouver dans un endroit où un crime s'était produit. Mais quand les analystes ont lancé les comparaisons, l'ADN de Popkov ne correspondait pas à des scènes de crime parce qu'il avait légitimement travaillé dessus, il correspondait parce qu'il était le tueur. Son profil ADN correspondait à des preuves biologiques prélevées sur plusieurs victimes. La correspondance était indéniable. En novembre 2012, Mikhail Popkov a été arrêté. Quand les enquêteurs ont frappé à sa porte, Popkov avait 48 ans. Il avait quitté la police en 1998, l'année même où Svetlana l'avait signalé une coïncidence troublante qui suggère que son départ de la force pouvait avoir été lié à la proximité de l'enquête le visant. Après avoir quitté la police, il avait travaillé comme agent de sécurité privée, un emploi qui lui permettait de maintenir une présence autoritaire et un accès à du matériel similaire. Il vivait toujours à Angarsk, il était toujours marié à Elena. Sa fille, Ekaterina, était maintenant adulte, dans la vingtaine. De l'extérieur, sa vie semblait toujours parfaitement normale. L'arrestation a été un choc pour tout son entourage. Ses voisins n'en revenaient pas. Ses anciens collègues ne pouvaient pas croire ce qu'ils entendaient. Elena, sa femme de plusieurs décennies, était dévastée, insistant qu'elle ne savait rien, qu'elle n'avait jamais eu le moindre soupçon. Ça peut paraître difficile à croire, mais des recherches sur les femmes de tueurs en série révèlent que ce manque de conscience est plus courant qu'on ne le penserait. Popkov avait passé 10 à 8 ans à mener 2 vies séparées avec une précision extraordinaire. Il était très doué pour ça. Quand les enquêteurs ont confronté Popkov aux preuves ADN, à l'identifiant de la Daniva, à tous les éléments accumulés, son comportement a fait quelque chose d'inattendu. Il a avoué, pas à contre-cœur, pas après des heures d'interrogatoire intenses, il a avoué de façon relativement directe, et ensuite il a continué à parler. Très volontiers même, il a fourni des détails sur ses crimes que les enquêteurs ne connaissaient pas. Il a conduit les policiers vers des sites où des corps ou des restes n'avaient pas encore été trouvés. Il se souvenait de ses victimes avec une clarté inquiétante, pas par leur nom, parce qu'il n'avait souvent pas su comment elles s'appelaient, mais par leurs apparences, par des détails sur les attaques, par les endroits où il avait déposé leur corps. Il avait tué 22 femmes, a-t-il dit initialement. Puis, lors de nouvelles sessions d'interrogatoire, ce chiffre a grimpé à 30, puis 40, puis plus. Chaque session révélait davantage de victimes, davantage de crimes dont les enquêteurs n'avaient pas connaissance. Il était comme quelqu'un qui avait gardé un secret pendant si longtemps que maintenant que la digue avait cédé, tout sortait. Finalement, les aveux de Popkov comptabilisaient 80 meurtres. Il a été jugé, reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité en 2015 pour ces 80 meurtres. Mais l'histoire n'était pas terminée. Après la condamnation, les enquêteurs ont continué à travailler, à comparer des preuves, à interroger Popkov, à tenter d'identifier des victimes encore inconnues et à relier des affaires non résolues à lui. Et Popkov a continué à parler. Il a fourni des détails sur des meurtres supplémentaires, des victimes supplémentaires ont été identifiées, et en 2022, lors d'un second procès qui a fait la une des journaux à travers la Russie, il a été reconnu coupable de 10 meurtres de plus, portant le total confirmé à 91, mais le chiffre réel pourrait être encore plus élevé. Certains enquêteurs pensent que le vrai nombre de meurtres de Popkov pourrait dépasser 100. Il y a des disparitions de femmes dans la région pendant sa période active pour lesquelles des corps n'ont jamais été retrouvés, des affaires qui pourraient lui être attribuées, mais dont les preuves ne sont pas suffisantes pour une condamnation.
Popkov lui-même a fait des allusions à des crimes non encore divulgués. Le bilan définitif pourrait ne jamais être connu avec certitude. Ce qui est certain, c'est que Mikhail Popkov est l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire enregistrée, pas seulement en Russie, mais dans le monde. Son nombre de 91 meurtres confirmés le place au rang des cas les plus meurtriers jamais documentés. En comparaison, Ted Bundy a tué au moins 30 personnes. John Wayne Gacy en a tué 33. Jeffrey Dahmer en a tué 17. Popkov les dépasse tous. Le procès qui a suivi l'arrestation de Popkov était, à bien des égards, aussi remarquable que l'arrestation elle-même. Ce n'était pas juste un tueur en série face à la justice. C'était l'exposition d'un échec systémique, d'un effondrement institutionnel qui s'était étalé sur 10 à 8 ans et avait coûté la vie à 91 femmes. Svetlana a témoigné. La femme qui avait survécu à l'attaque de Popkov à l'âge de 15 ans, dont le témoignage avait été ignoré en 1998, a finalement eu l'occasion de dire son histoire dans une salle d'audience face à son agresseur. Je ne vais pas prétendre que c'était facile pour elle. Quand Popkov est entré dans la salle d'audience, Svetlana a perdu à nouveau la capacité de marcher. Ses jambes se sont simplement arrêtées de fonctionner. L'impact psychologique était si écrasant que son corps a répondu en se paralysant. Mais elle a témoigné, les jambes non fonctionnelles peuvent être assise en fauteuil roulant ou soutenue par d'autres. Elle a regardé l'homme qui avait essayé de la tuer 20 ans plus tôt et lui a tenu tête. Elle a dit la vérité et cette fois, les gens ont écouté. D'autres survivantes et familles de victimes ont également témoigné. Chaque témoignage ajoutait de la chair sur les os de ce que les chiffres seuls ne pouvaient pas transmettre. C'était pas juste 4,21 victimes. C'était 4,21 individus avec des noms, des visages, des familles, des rêves, des femmes qui manquaient à quelqu'un, des femmes dont l'absence avait laissé des trous déchirants dans des familles pendant des décennies. Et il y avait les questions sur pourquoi ça avait duré si longtemps, pourquoi le témoignage de Svetlana avait-il été ignoré en 1998, pourquoi la piste de la Lada Niva avait-elle été documentée mais pas activement poursuivie, pourquoi les victimes, dont beaucoup étaient des femmes marginalisées, n'avaient-elles pas reçu le même niveau de protection et de justice que les membres plus respectables de la société? Ces questions ont été posées à voix haute pendant le procès et les réponses n'étaient pas flatteuses pour les institutions impliquées. Popkov lui-même au procès était quelque chose d'étrange à observer selon les comptes rendus. Il était calme, articulé. Il répondait aux questions directement, sans l'effondrement émotionnel qu'on pourrait attendre d'un homme confronté aux détails de 81 meurtres. Il semblait parfois presque intellectuellement intéressé par le procès, comme si il regardait quelque chose qui lui arrivait mais qui ne le concernait pas vraiment émotionnellement. L'absence de remords ou de détresse était elle-même une forme de verdict sur ce qu'il était. Quand il a été interrogé sur ses motivations, sur pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait, ses réponses retombaient dans ce même schéma de rationalisation. Je ciblais des femmes immorales, je nettoyais les rues, elles se comportaient mal. Ces explications, livrées sans l'ombre d'une prise de conscience de leur caractère monstrueux, confirmaient ce que les psychiatres qui l'avaient évalué avaient conclu: Popkov était un psychopathe. Pas au sens populaire et vague du terme, mais dans le sens clinique, incapable d'empathie véritable, incapable de véritablement ressentir ce qu'il avait fait à ses victimes comme quelque chose de mal. Sa seule morale était celle qu'il avait construite lui-même, un système délirant qui justifiait ses actes et le présentait non pas comme un monstre, mais comme un agent de nettoyage moral. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité. En Russie, ça signifie effectivement passer le reste de sa vie en prison, dans une des colonies pénitentiaires à régime spécial où les condamnés à perpétuité sont détenus dans des conditions extrêmement restrictives. Il n'y a pas de liberté conditionnelle, pas de possibilité de remise de peine. Mikhail Popkov mourra en prison, mais pour les familles des 4,21 femmes qu'il a tuées, une condamnation à perpétuité n'est pas vraiment de la justice. La justice véritable aurait été que leur fille, sœur, mère soient encore en vie. La justice véritable aurait été que les enquêteurs prennent le témoignage de Svetlana au sérieux
en 1998 et l'arrête avant qu'il tue des dizaines d'autres femmes. La condamnation est une forme de clôture, peut être, mais elle ne comble pas les vides laissés par les absences. L'histoire de Mikhail Popkov a des implications qui vont bien au-delà d'un tueur individuel dans une ville sibérienne. Elle pointe vers des défaillances systémiques qui lui ont permis d'opérer impunément pendant 10 à 8 ans. Et ces défaillances ne sont pas uniques à la Russie des années 90. La première et peut être la plus importante défaillance était la hiérarchie des victimes. La façon dont les meurtres de femmes marginalisées étaient traités comme moins importants, moins méritoires d'attention intensive, est un parti pris qui a coûté des vies. Popkov le savait et l'a exploité délibérément. Il ciblait les femmes dont les disparitions déclencheraient le moins d'alarme, dont les meurtres recevraient l'enquête la moins approfondie. Et il avait raison, ça a fonctionné. Pendant 10 à 8 ans, ce parti pris, cette dévaluation implicite de certaines vies par rapport à d'autres, est quelque chose que les forces de l'ordre du monde entier ont confronté avec des degrés de succès variables. Des études menées dans de nombreux pays ont montré que les meurtres de femmes de couleur, de travailleuses du sexe, de personnes sans abri ou toxicomanes reçoivent systématiquement moins d'attention et un taux de résolution plus bas que les meurtres d'autres populations. C'est pas universel. Ce n'est pas le cas de chaque enquêteur ou de chaque service. Mais en tant que tendance, ça persiste. Et les tueurs en série comme Popkov le savent et en profitent. La deuxième défaillance majeure était la résistance à suspecter des membres de leur propre institution. Les traces de Niva pointaient vers quelqu'un lié aux forces de l'ordre ou à la sécurité dès les années 90. Le témoignage de Svetlana en 1998 décrivait spécifiquement un policier. Ces pistes n'ont pas été suivies avec l'intensité appropriée, en grande partie parce que les enquêteurs étaient réticents à enquêter sur leurs propres collègues. La police protège la police. C'est un instinct compréhensible sur le plan humain. On fait naturellement confiance aux gens avec qui on travaille, aux gens qui font partie de la même équipe, mais dans ce cas, cet instinct a coûté des dizaines de vies. La troisième défaillance était technologique et institutionnelle, l'absence de bases de données centralisées et d'outils médico-légaux. Les preuves ADN qui ont finalement identifié Popkov existaient sur des scènes de crime depuis les années 90. Mais sans la technologie pour les analyser et sans une base de données centralisée pour les faire correspondre, elles ne menaient nulle part. Ce n'est qu'en 2012, 20 ans après son premier meurtre, que la technologie a permis de relier les points. Quatrième défaillance, le traitement des témoignages de survivants. Svetlana avait survécu à une attaque brutale, s'était traînée jusqu'à l'aide, avait recouvré suffisamment de force pour aller à la police et leur donner une description détaillée de son agresseur. Cela aurait dû être un indice majeur, un tournant dans l'enquête. Au lieu de ça, son témoignage a été essentiellement ignoré parce qu'elle était une jeune fille ayant des blessures à la tête et qu'elle accusait un agent de police. Ces deux facteurs, son âge et son état physique, et la nature de son accusation ont conspiré pour rendre son témoignage moins crédible aux yeux des enquêteurs. C'est un schéma tragiquement courant dans les affaires de tueurs en série. Gary Ridgway, le tueur de la Green River, a opéré pendant des années malgré des femmes signalant des rencontres suspectes avec lui. Dennis Rader, BTK, était un inspecteur de conformité du code de la ville et membre de l'Église active dont les comportements étranges avaient été remarqués mais pas signalés à la police. Dans de nombreux cas, des informations qui auraient pu identifier le tueur plus tôt ont été ignorées, mal utilisées ou non poursuivies. Le témoignage de Svetlana est parmi les exemples les plus flagrants de ce schéma, parce que c'était si direct, si spécifique et si complètement ignoré. Ce qui rend l'affaire Popkov particulièrement difficile est la question de la culpabilité institutionnelle. Qui est responsable du fait que tant de femmes sont mortes alors qu'elles n'auraient pas dû? Popkov lui-même, évidemment, sa culpabilité est totale et indiscutable. Mais qu'en est-il des enquêteurs qui n'ont pas suivi les pistes de la Niva? Qu'en est-il des officiers qui ont pris le témoignage de Svetlana, puis ont essentiellement classé son dossier? Qu'en est-il du système qui a créé une hiérarchie de victimes
où certaines femmes étaient implicitement considérées comme méritant moins de protection. Ce sont des questions sans réponse simple. La plupart de ces individus ont probablement agi en accord avec les normes et pratiques de leur époque et de leur institution. Ils ne se levaient pas le matin en se disant je vais ignorer les preuves de ce meurtre parce que la victime était une travailleuse du sexe. Les préjugés sont généralement plus subtils, plus institutionnels, plus insidieux que ça. Mais l'effet cumulatif de ces préjugés et défaillances individuelles a été catastrophique. En Russie, l'affaire Popkov a alimenté des discussions sur la réforme de la police, sur la façon dont les affaires non résolues sont gérées, sur la façon dont les témoignages de survivants sont traités. Si ces discussions ont mené à des changements concrets, c'est plus difficile à évaluer. Les systèmes institutionnels sont lents à changer et les préjugés profondément enracinés résistent souvent à des réformes superficielles. À 91 victimes confirmées, Mikhail Popkov est maintenant reconnu comme l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire mondiale. L'affaire a attiré une attention internationale considérable des chercheurs en criminologie, des auteurs de crimes vrais, des journalistes cherchant à comprendre comment quelqu'un a pu tuer autant de personnes sur une si longue période sans être arrêté. Ce qui continue de fasciner et d'horrifier dans l'affaire Popkov est la façon dont il a utilisé les structures et institutions de la société, la police, l'autorité, la confiance comme outil de ses crimes. Il n'a pas tué malgré son badge. Il a tué à cause de son badge. L'uniforme était son arme la plus efficace que les haches et les marteaux et les couteaux dans sa voiture, parce qu'il désarmait ses victimes avant même qu'il ait à recourir à la violence physique. Et c'est une leçon qui transcende cette affaire particulière. Les structures que nous créons pour nous protéger peuvent elles-mêmes devenir des vecteurs de danger si elles ne font pas l'objet d'une surveillance appropriée, si elles ne sont pas responsables de leurs actes, si certains membres se voient accorder une confiance aveugle sur la base de leur position plutôt que de leurs actes. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas faire confiance aux policiers ou à l'autorité en général. Ça veut dire que la confiance doit être méritée, maintenue et vérifiable. Des systèmes de contrôle appropriés, des mécanismes de responsabilité, la volonté d'enquêter sur des allégations, même quand elles impliquent des membres de l'institution, ce sont des protections qui ne servent pas juste à tenir les mauvais acteurs responsables. Elles protègent le public que ces institutions sont censées servir. 91 femmes sont mortes parce que ces protections n'étaient pas en place à Angarsk dans les années 80, 10 et 2000. Parce qu'un témoin n'a pas été cru. Parce qu'une piste n'a pas été suivie. Parce que des vies ont été considérées comme moins précieuses. Leur nom mérite d'être connu. Certains le sont, certains ne le seront jamais. Mais leur mort a forcé une confrontation avec des vérités inconfortables sur les institutions, les préjugés et les coûts humains des défaillances systémiques. Si ces vérités sont entendues, si les leçons sont apprises et appliquées, alors peut être que quelque chose de précieux peut être extrait de quelque chose de si absolument horrible. Mikhail Popkov est en prison. Il y mourra. Mais les questions que son affaire soulève sur qui nous protégeons, qui nous croyons, quelle vie nous considérons comme méritant d'être défendue avec la pleine force de nos institutions. Ces questions sont encore d'une actualité brûlante et elles exigent des réponses honnêtes.